Je vais ouvrir la séance de notre conseil municipal. Et en premier lieu et formellement, je vais donc procéder, comme habituellement, à l'appel des membres pour m'assurer du quorum. Franck Louvrier présent, Laurence Briand. Présente. Jean-Philippe Dupuis. Présent. Daniel Rival. Présent. Xavier Lequéré. Présent. Annabelle Garand. Présent. Christophe Mathieu. Présent. Delphine Fillou. Présent. Bruno Misset. Présent. Sophie Massard. Présent. Bertrand Plouvier. Présent. Sophie Douchin a donné son pouvoir à Annabelle Garand. Nicolas Père a donné son pouvoir à Laurence Briand. Nathalie Hazard. Bruno Denis a donné son pouvoir à Jean-Philippe Dupuis. Sophie Peureux à Xavier Lequéré. Et Jean-Yves Lebédé à Christophe Mathieu. Caroline Glon. Karine Chalier. Jean-Christophe Perriot. Stéphane Burban. Anne-Laure Berry. Sandrine Levoidec. Philippe Mandin. Virginie Fontaine. Jean-Yves Gontier a donné son pouvoir à Luc Domeau. Marina Marchais. Luc Domeau. Gilles Daménard. Laetitia English. Caroline Leroux. Présente. Jacques Renaud. Anne Moyer. Présente. Eh bien, écoutez, la condition de quorum du Conseil est donc remplie. Je vais solliciter Madame Anne-Laure Berry pour prendre la charge du secrétariat de cette séance. Je la remercie d'accepter. Donc, nous avons l'approbation du procès-verbal de la séance précédente. Donc, je vous propose d'approuver ce procès-verbal de la séance du 25 août 2023 qui a donné lieu à relecture préalable. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Il est adopté. Donc, c'était le procès-verbal du 25 août dernier. Quelques mots d'introduction. D'abord, avant d'aborder les délibérations de ce conseil municipal, le 40e conseil municipal, je vais dresser un rapide compte-rendu des élections sénatoriales auxquelles nous avons tous participé dimanche dernier en tant que grands électeurs. 5 sièges étaient à pourvoir en Loire-Atlantique pour 3085 grands électeurs. Le rapport des forces politiques demeure inchangé dans notre département. La gauche conserve 3 sièges, la droite et le centre 2. La liste du sénateur sortant vert Ronan Dantec, allié à la socialiste Karine Daniel, vire en tête avec 31,5% des voix, c'est-à-dire 947 voix, et obtient 2 sièges. L'ancien président PS du conseil départemental, candidat en dissidence, Philippe Grosvalet, revient en politique, après, je crois, 2 ans de recul ou de retraite, et est aussi élu. Sa liste obtient 16,1%, c'est-à-dire 485 voix. La sortante, les Républicains, Laurence Garnier, réélue. Sa liste avec le centriste Maurice Perriand, président de l'AMF, terminant 2e avec 23,3%, c'est-à-dire 699 voix. Et enfin, le sénateur Joël Guerriot, ex-UDI devenu Horizon, est réélu pour un 3e mandat avec 21,5%, c'est-à-dire 645 voix. Les 2 listes RN et LFI n'obtiennent aucun élu, avec 3,75% chacune. La liste menée par Gauthier Boucher obtient 112 voix, termine juste devant celle de LFI, conduite par Maxime Viancin, 111 voix. Donc je voulais féliciter les élus et leur souhaiter tous mes voeux de réussite dans la défense de nos enjeux locaux. A contrario, ces derniers mois, de l'image qu'a donnée l'Assemblée nationale, la Haute Assemblée a fait preuve de beaucoup plus de sérénité dans le travail parlementaire. Espérons que ce climat persistera en permettant une meilleure appréhension des problématiques de notre pays. Je tiens surtout à faire un point sur la fiscalité locale, à un moment où elle semble déraper dans certaines communes françaises. C'est la période où débute la préparation du débat d'orientation budgétaire qui nous amènera au vote de notre budget primitif 2024 lors du conseil municipal de décembre, où nous allons décider du taux d'imposition que nous appliquerons. De façon concomitante, c'est aussi celle où nous recevons nos avis d'imposition de taxes locales, taxes foncières, taxes d'habitation pour ceux qui la payent encore, c'est-à-dire les résidences secondaires, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, fixée et perçue par Cap Atlantique, et en fonction des secteurs, différentes autres taxes liées au territoire, comme pour nous ici, depuis cette année, la taxe GEMAPI pour le financement de la prévention des inondations. Vous l'avez malheureusement constaté, la base de la taxe foncière 2023 a considérablement augmenté pour la totalité des contribuables, plus 7,1%,
alors que depuis 8 ans, elle ne montait en moyenne que de 1,31 par année. Pour certains, l'addition s'avère même encore plus salée, avec une hausse du taux de leur commune, parfois dans des proportions démentielles, comme à Paris, qui l'a majoré de 51%. La Baule fait partie des 85% des communes qui n'augmentent pas son taux. Grâce à cette... Excusez-moi, j'ai juste une erreur. Ah, ben, j'ai dû faire une erreur. Il manque une page. Bon, cette flambée de la taxe foncière, le gouvernement propose la surtaxe sur les résidences secondaires notamment. Je ne veux pas entrer dans cette logique d'escalade fiscale. Ainsi, avec l'équipe municipale, nous refusons que les propriétaires soient la variable d'ajustement de notre budget. C'est un engagement de campagne très fort et nous y tenons. Il n'y aura pas à la Baule de hausse des impôts locaux du fait de la municipalité durant cette mandature. C'est simple à vérifier. Il suffit de... Attendez, excusez-moi, parce que je me suis totalement trompé dans mes pages. Je voyais bien que ce n'était pas du tout ce que je voulais dire. 2, 3... 4. Oui. Alors, oui, c'est ça. Excusez-moi, parce que ça fait partie. Voilà, je ne sais pas qui... Bon, grâce à la stabilité, le montant du prélèvement de notre commune se limite à 2,34% sur la taxe foncière, ce qui est nettement inférieur à l'inflation. Il est vrai que la taxe foncière est quasiment la dernière recette fiscale des communes depuis la suppression de la taxe professionnelle en 2010 et la disparition progressive de la taxe d'habitation, dont la compensation a profondément déstabilisé la fiscalité locale en la concentrant sur la seule taxe foncière. Très rapidement, il faut savoir comment est calculée la taxe foncière. On multiplie un taux voté par la collectivité par une base qui répond aux valeurs locatives cadastrales. Elles correspondent à un loyer annuel théorique que le propriétaire pourrait tirer du bien s'il était loué. Elles sont revalorisées automatiquement chaque année selon l'inflation. Pourtant, il faut savoir que le gouvernement aurait pu y déroger, mais qu'il n'a pas voulu le faire. Car l'État a besoin d'argent, comme vous le savez, alors que les dépenses publiques ont flambé, avec notamment la crise sanitaire, le retour de l'inflation, la guerre en Ukraine et la remontée des taux d'intérêt qui pèsent sur le solde des finances publiques. C'était prévisible, mais nous sommes en train de payer le fameux « quoi qu'il en coûte », onéreux pour les contribuables, bien sûr, les ménages et les entreprises. C'est malheureusement de l'ordre d'un rituel. Pays le plus dépensier d'Europe, la France est aussi l'un de ceux qui taxent le plus ses contribuables. À la différence près, les collectivités locales, contrairement à l'État, ne peuvent pas voter un budget en déficit. Et ça, il faut bien aussi y insister là-dessus. Avec cette flambée de la taxe foncière, le gouvernement propose la surtaxe en plus des résidences secondaires. C'est là où je voulais en venir. Je ne veux pas entrer, bien évidemment, dans cette logique d'escalade fiscale. Ainsi, avec l'équipe municipale, nous refusons que les propriétaires soient la variable d'ajustement de notre budget. C'est un engagement de campagne très fort et nous y tenons. Il n'y aura pas à la Baule de hausse d'impôts locaux du fait de la municipalité durant cette mandature. C'est simple à vérifier. Il suffit de regarder le taux d'imposition municipale. Il n'a pas bougé depuis notre arrivée et notre premier budget en 2021. Et il sera identique pour les 3 prochains budgets à venir jusqu'en 2026. Pour autant, nous conservons notre capacité d'investissement grâce à une gestion très rigoureuse qui nous oblige certes à faire des choix en réduisant certaines dépenses et en priorisant nos réalisations et nos manifestations. Ces restrictions sont parfois un mal pour un bien, comme le plan de sobriété énergétique que nous avons mis en place l'année dernière. La colère des contribuables est compréhensible, mais ils doivent bien faire la part des choses, ne pas se contenter de regarder seulement la hausse du montant à payer, mais qui l'a fait augmenter. C'est très bien détaillé sur la feuille d'imposition. Pour simplifier, le taux, c'est nous, la base, c'est l'État. En plus des 7,1% nationaux, les contribuables verront bien que notre commune maintient son taux identique, alors que l'intercommunalité a créé la taxe GEMAPI dont je parlais tout à l'heure, qui monte à 2,075%, et fait passer la taxe sur les ordures ménagères de 9,42% à 9,67%. Donc notre ligne de conduite de stabilité fiscale s'applique à tous, c'est-à-dire les résidents baulois, principaux comme secondaires. Ainsi, la presse a publié une liste des communes éligibles à la surtaxe des résidences secondaires, comme vous avez pu peut-être le voir dans la presse quotidienne régionale, et des logements vacants, sur laquelle figure la ville de La Baule-Escoublac.
Malgré son éligibilité, la municipalité baudoise n'entend pas appliquer cette surimposition et reste fidèle à cette ligne de conduite. Je l'ai dit, redit, répété, et je le répète encore, il est hors de question d'imposer davantage les résidences secondaires, surtout quand ceux-ci subissent déjà une forme de double peine, puisqu'ils sont assujettis à la taxe d'habitation. Et oui, c'est les seuls qui payent encore la taxe d'habitation. Ce sont les résidences secondaires qui, par essence, sont discriminés, puisqu'ils payent pour des services publics qu'ils utilisent peu, comme par exemple les écoles, l'entretien des routes ou les infrastructures municipales. Ils contribuent de fait à l'enrichissement et au développement de la commune sans jouir pleinement, comme nous, résidents permanents, de ces services. Plutôt que d'aller dépenser leur argent à l'étranger, les résidents secondaires sont des consommateurs qui font tourner l'économie locale lorsqu'ils sont présents sur notre territoire. Par ailleurs, une politique fiscale opportuniste ne remplacera jamais une politique de maîtrise foncière à terme. Il est ainsi illusoire de croire que si les résidents secondaires vendaient leurs biens, ils seraient automatiquement remplacés par des résidents à l'année. Tant que nous n'aurons pas pu baisser la pression foncière en presqu'île, ceux-ci auront beaucoup de mal à être remplacés mécaniquement. Cela ne conduirait qu'à l'appauvrissement de notre économie bauloise, ne serait-ce que pour les commerces, les entreprises et les artisans locaux. Bien évidemment, il est facile pour d'autres villes de fustiger les résidences secondaires quand on n'en a pas 57% dans notre commune, dont la vocation est touristique. De la même façon, l'argument qui consiste à dire que cette surtaxe permettrait de lutter contre la prolifération des locations saisonnières meublées type Airbnb ou autres ne tient pas non plus. Là où elle est pratiquée, ce surcoût est répercuté sur le prix des nuitées et cette répartition devient de fait indolore pour les occupants sans libérer du logement à l'année. Quant à prétendre que le produit de cette surtaxe sera utilisé à la construction de nouveaux logements, ici, c'est bien illusoire, le foncier étant rare et cher. Pour finir, la crise sanitaire et ses confinements successifs ont mis en avant ce nouveau phénomène, cette sorte d'exode urbain dont on profite, qui fait que les gens privilégient désormais leur qualité de vie et aspirent à vivre et travailler au pays des vacances. Surtaxer les résidences secondaires qui sont déjà largement imposées reviendrait donc à scier la branche économique sur laquelle nous sommes assis. Nous devons au contraire nous démener à les inciter à devenir des résidents principaux. Vous l'avez compris, je ne serai pas le maire qui augmente les impôts, ni la taxe foncière, ni la surtaxe sur les résidences secondaires. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et je vous propose que nous passions immédiatement à la première délibération, qui est la modification du nombre d'administrateurs du conseil d'administration du CCAS. Et je laisse la parole à Nathalie Hazard. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. De nouveaux élus nous ont rejoints lors des conseils municipaux des mois de juillet et août dernier. Afin d'assurer une parfaite représentativité des différents groupes au sein du conseil d'administration du CCAS, il convient de modifier leur nombre des administrateurs en le portant à 17 et leur répartition comme suit. Monsieur le maire, en tant que président de droit du CCAS, 8 membres élus au sein du conseil municipal, 8 membres nommés dans les conditions fixées par le Code de l'action sociale et des familles. Ainsi, je vous propose de valider ces dispositions comme précisé dans la délibération. Alors, je crois que tous ces changements ont été discutés en amont avec l'ensemble des groupes. Ça n'a pas été simple, il a fallu rééquilibrer les choses. Mais est-ce qu'il y a des observations ou des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? La délibération est adoptée. Alors, nous avons une délibération suivante qui est la modification du nombre de représentants au sein des comités consultatifs. Là aussi, je crois qu'il y a eu une discussion longue et sérieuse. Et je laisse la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Effectivement, puisqu'on a eu l'occasion d'en discuter durant 2 commissions, donc des finances, ressources humaines. En début de mandat, nous avons renouvelé ou créé des comités consultatifs de quartier, CCQ, au nombre de 6, chargés d'examiner les questions qui leur sont soumises en fonction de la nature des dossiers traités et d'émettre des avis permettant notamment d'améliorer les services mis à la disposition des Baulois. De nouveaux élus nous ont rejoints lors des conseils municipaux des mois de juillet et août dernier. Afin d'assurer une parfaite représentativité des différents groupes au sein des CCQ, il convient de modifier le nombre des délégués désignés par le conseil municipal.
De même, parfois des personnes expertes et volontaires pour apporter leur participation n'ont pas pu être associées aux échanges du fait d'un nombre limité des membres de certains de ces comités. La présente délibération vise donc une plus grande souplesse. Il vous est proposé pour cela de valider le nombre de membres à 10 pour l'ensemble de ces comités. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur cette délibération? Donc, nous ouvrons les CCQ pour plus de démocratie encore et un équilibre pour chacun des groupes représentés. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? C'est adopté. Délibération suivante, qui est la délibération numéro 3, qui est la modification des représentants de la collectivité dans les différents organismes. Je redonne la parole à Monsieur Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Dans le prolongement des 2 premières délibérations de ce conseil municipal, la délibération que je vous présente reprend les commissions, comités consultatifs et autres organismes au sein duquel de nouveaux élus ont été désignés pour y siéger. Je vous propose de bien vouloir approuver leur nouvelle composition, comme cela est précisé dans la délibération annexée. Merci, Monsieur le maire. Merci. Je crois que vous avez tous les détails dans les annexes de la délibération. Je ne pense pas que ceux qui nous regardent ont tous ces détails-là, donc ils peuvent les avoir sur Internet, bien évidemment. S'il n'y a pas d'observation, oui, Madame English. Oui, merci Monsieur le maire. Alors en premier lieu, je tiens à remercier Jean-Philippe Dupuis pour la qualité de nos échanges en commission finances. Et effectivement, nous avons réussi à trouver une solution qui permet une bonne représentativité de toutes les minorités dans l'ensemble des commissions municipales. Et puis, il y a quelques groupes, malheureusement, quelques commissions plutôt au sein desquelles on ne pourra pas siéger, comme la MJC, puisque là, on ne peut pas augmenter le nombre de places. Néanmoins, je sais qu'il va y avoir une modification des statuts en janvier 2024 et donc j'émets le souhait de pouvoir l'intégrer si voilà, la modification statutaire se met à jour. Voilà, j'officialise la demande et je m'aperçois que malgré notre vigilance à tous, nous avons oublié d'évoquer une commission qui est le CJA, donc le Conseil des jeunes adultes. Et voilà, je voulais savoir si Caroline Leroux du groupe Avenir pouvait l'intégrer, puisque Dany Lamy y siégeait auparavant. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Donc, on prend en note, bien évidemment, lors de la modification des statuts pour la MJC. Et je laisse la parole à Xavier Lequiré pour le CJA. Eh bien, ça sera avec un grand plaisir d'accueillir Caroline Leroux dans le groupe des élus du CJA qui remplacera Dany Lamy, qui œuvrait aussi parmi nous pour ce groupe de jeunes qui s'agrandit de plus en plus. Donc, on est plutôt ravis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, Caroline Leroux, jeunes adultes. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Oui, Monsieur Plouvier. Dans le même esprit, suite au dernier conseil municipal, nous avons élargi la représentativité de la commission restauration. Donc, c'est un organe de consultation avec les parents d'élèves. Donc, intégreront des représentants de la minorité des 3 groupes. Donc, Anne Boyer, Gilda Ménard et Caroline Leroux. Donc, pour la prochaine commission restauration qui se tiendra au mois d'octobre. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres modifications, d'autres instances? Bon, écoutez, donc je propose de mettre aux voix sur la délibération numéro 4. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? Elle est adoptée. Délibération numéro 4, qui est l'adoption des rapports annuels d'activité des délégataires de services publics. Et je laisse la parole à Bertrand Plouvier. Monsieur le maire, mes chers collègues, conformément à la réglementation, la ville de La Baule-Escoublac doit recevoir de ses délégataires le rapport annuel de gestion et d'analyse du service rendu avant le 1er juin de chaque année. Ces choses faites, les délégations de services publics qui concernent la SPL Atlantia Jacques Chirac pour le Palais des Congrès et des Festivals de La Baule, le groupe Lucien Barrière pour le Casino, la SRL Centre Équestre Baulois pour le Centre Équestre, la société JC Deco pour le mobilier urbain et enfin la SPL Restauration Presqu'île pour la restauration municipale. Cette commission consultative des services publics locaux s'est réunie le 19 septembre 2023. Les rapports ont été présentés par les différents délégataires. Je vous propose de prendre acte de la présentation de ces rapports. Merci beaucoup. C'est un moment important parce que ça permet à chacun représentant de DSP de venir faire un point d'étape et un bilan de leur activité annuelle. Et c'est toujours intéressant, notamment
pour le casino, j'y pense parce qu'ils sont assujettis à une taxation importante et toutes les autres entités. Est-ce qu'il y a des questions particulières sur ces rapports annuels et notamment ces délibérations? Si on n'a pas... Oui, monsieur Gilda Ménard. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Excusez-moi. Merci pour cette présentation. J'avais juste 2 précisions, si vous le permettez. La première, j'ai déduit que le rapport d'activité restauration est sur 1 mois et demi parce que volonté probablement de la SPL de se caler sur une année scolaire. Je suppose que c'est la réponse, enfin vous me direz. Et la deuxième précision, mais comme ce n'est pas dans le rapport annuel, je l'ai déduit. Hein, la deuxième précision que je souhaiterais avoir, ça concerne le rapport d'activité du centre équestre Beaulois. Les éléments financiers sont assez succincts. Il y a donc un tableau qui retrace les 7 derniers exercices et le résultat net. Et sur les 2 derniers exercices, on voit des fluctuations importantes du résultat net. Je souhaite juste avoir quelques précisions. Pour rappel, l'avant-dernier exercice, il y a donc un résultat positif de plus de 110 000 euros. Et sur le dernier exercice, un résultat, cette fois-ci négatif, de 80 000 euros. Donc si vous pouviez m'apporter juste les précisions sur ces éléments, je vous remercie beaucoup. Monsieur Plouvier. Alors, très rapidement sur la SPL Restauration Presqu'île, comme vous l'avez dit, effectivement, on a repris l'activité effective, les recettes effectives à partir de juillet 2022, voilà, 2022. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on avait un exercice plus court. Et un exercice qui est positif et qui a été positif aussi et qui le sera également cette année. Sur le centre équestre Beaulois, effectivement, il y a deux bilans, un à plus 110 000, l'autre à moins 80 000. Donc on est équilibré, c'est une question qu'on a posée, on est donc équilibré sur les 2 années et il s'agit de transfert de charges et c'est notamment un sujet qu'on doit aborder aussi. Il y a un côté budgétaire notamment avec le fait qu'avant l'activité notamment sur les poneys en lien avec les écoles bauloises étaient répartis sur 2 semestres et aujourd'hui ils sont sur 1 semestre. Donc il y a une question budgétaire là-dessus. Il y a les suites Covid également, mais on a eu l'assurance que l'année prochaine, puisqu'en fait il faut voir que ces rapports sont déjà clôturés, on parle des rapports de l'année dernière. Et donc par rapport à la saison du mois de juillet et d'août, on sait aujourd'hui qu'on sera sur un bilan positif pour la prochaine présentation du bilan l'année prochaine. Merci beaucoup pour ces éléments. Madame Boyer. Oui, comme vous l'avez souligné, c'est important d'avoir ces rapports de nos délégataires parce que c'est une partie de la vie de notre municipalité. Et en particulier, c'est aussi l'occasion quelquefois de faire des demandes, de réajuster quelques fonctionnements. Et le casino, par exemple, a une nouvelle direction. Et donc, c'est justement un moment important pour essayer de voir comment on peut fonctionner mieux. Non que je sois partisane de tous les casinos, mais puisque ça existe et puisque c'est une partie de notre vie bauloise, non seulement la vie événementielle, mais aussi les employés et ceux et celles qui y travaillent. Donc c'est bien d'avoir. Et donc j'ai trouvé qu'il y avait une réponse intéressante de la part du nouveau directeur. Et en particulier, je lui ai demandé ce qu'il en était de la participation que doit avoir un casino dans les événements de la commune et dans la création de choses qui ne soient pas internes au groupe Barrière, par exemple, mais qui retentissent vraiment. Et donc, il a l'air vraiment très partant pour réexaminer les choses et avoir des sortes de conventions avec notre municipalité. Donc, je pense qu'il faudra vraiment y penser, parce que ça peut amener quelque chose, ne serait-ce que sur le plan financier, ne serait-ce que sur plein de choses auxquelles le casino peut participer. Tout à fait. Puis en plus, le casino fait partie à la fois de notre vie et de notre histoire. Je rappelle qu'une partie de la ville a été créée par des casinotiers, notamment l'un des plus célèbres d'entre eux qui était François André. Est-ce qu'il y a d'autres observations ou d'autres commentaires sur ce sujet? Il n'y en a pas. Écoutez, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Ah, on prend acte? Non, délibération. La délibération est adoptée. Tout le monde... On prend acte? Bon, ouais, on prend acte, donc c'est faux là. D'accord, il y a une erreur dans le document, c'est pas grave. Donc, juste, on prend acte de cette délibération numéro 4. Délibération numéro 5. Alors, attention, parce que là, il y a des déports. Délibération sur l'attribution de compensation définitive 2023. Donc, les déports sont tous ceux qui siègent à Cap-Atlantique. Donc, moi-même,
Franck Louvrier, Daniel Rival, Xavier Lequiré, Annabelle Garon, Christophe Mathieu, Bertrand Plouvier, Sophie Douchin, Nathalie Hazard, Marina Marchais et Jacques Renaud. Et donc, je laisse la parole à Jean-Philippe Dupuis. Merci, monsieur le maire, qui effectivement ne siège pas à Cap-Atlantique. Attribution de compensation, l'AC, c'est le principal flux financier entre les communes et le PCI, en l'occurrence Cap-Atlantique. C'est un dispositif de reversement au profit des communes membres destiné à rentabiliser le coût des transferts de compétences des intercommunalités ayant adopté ce régime de fiscalité. Par délibération du 21 septembre 2023, Cap-Atlantique a validé l'attribution de compensation définitive qui sera payée à la ville de La Baule pour un montant de 279 806 en fonctionnement. Par contre, le montant de l'attribution de compensation d'investissement définitive qui va être versé par la commune de La Baule à Cap-Atlantique s'élève maintenant à 341 107 € pour l'année 2023. Donc, en 2023, nous ne recevrons pas d'argent de Cap-Atlantique, mais nous verserons à Cap-Atlantique la somme de 61 301 €. Nous passons en négatif. Je vous propose donc d'approuver ces montants qui ont fait l'objet d'un examen favorable par la Commission de finances et ressources du 15 septembre 2023. Nous prenons acte. Merci, monsieur le maire. Est-ce qu'il y a des observations ou des commentaires particuliers sur cette délibération? Je vous rappelle même que l'essence même de l'intercommunalité est la mutualisation et pas la subsidiarité. Quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, que c'est l'anniversaire des 20 ans de Cap-Atlantique. Des choses parfois qu'il faut regarder aussi avec détail. S'il n'y a pas d'observation particulière, je propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des oppositions? C'est adopté. Délibération numéro 6, qui est l'approbation de la convention cadre pour la mutualisation des services de Cap-Atlantique et de la ville de La Baule. Et je donne la parole à Bertrand Plouvier. Monsieur le maire, mes chers collègues, notre communauté d'agglomération fête cette année ses 20 ans. Depuis 2020, les élus des 15 communes qui composent Cap-Atlantique ont travaillé à un projet de territoire. Ce projet de territoire que nous avons adopté l'année dernière, en septembre 2022, a également amené une révision des mécanismes de solidarité entre les communes membres de notre PCI. Le pacte financier et fiscal découlant de ces rééquilibrages a par la suite été voté en décembre 2022. Ce pacte est un outil de gestion du territoire. Il s'articule autour du projet de territoire et du schéma de mutualisation en identifiant les modalités de mise en commun des moyens financiers et fiscaux du bloc communal. Dans ce cadre, les clés de répartition des charges financières propres à chaque service commun de Cap-Atlantique ont été revues. Il est apparu nécessaire d'actualiser les conventions de mutualisation établies entre Cap-Atlantique, notre PCI, et chacune des communes. Pour rappel, la ville de La Baule et Scoublac disposent de services mutualisés pour l'informatique, l'autorisation du droit des sols, la commande publique, les partenariats financiers, la qualité des milieux aquatiques, l'hygiène et la sécurité, le conseiller en énergie partagée, les archives et le délégué à la protection des données. Mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la convention cadre pour la mutualisation de services entre Cap-Atlantique et notre ville et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer ces documents. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des observations? Madame Rival. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Moi, concernant, je vais la voter, cette délibération, mais je trouve que l'augmentation est quand même énorme, de 75% à 90% pour des moyens mutualisés. Et je tiens à dire quand même qu'au niveau informatique, c'est un peu la cata quand même, puisque là, ils nous changent encore les signatures électroniques. Il faut se remettre à tout relire, enfin, on n'est pas informaticien, moi je suis pas informaticienne. Donc, et je trouve que il y a un système de tickets. Et les tickets, ne serait-ce que pour nos écoles, ne serait-ce que pour l'urbanisme, ne serait-ce que pour les élus, je parle de ce que je connais, hein, c'est un peu long et on est un peu trop souvent en panne. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Monsieur Dupuis. Oui, je voulais préciser donc, que c'est la CLEC, la commission, qui prend ces décisions, qu'il y a 15 membres à la CLEC, que malheureusement la Baule ne représente qu'une voix, qu'on s'est battu pour ne pas laisser passer cette délibération
et que malheureusement, étant 3 communes dans l'opposition, elle a été adoptée. La seule chose qu'on a obtenue, c'est que cette augmentation soit progressive et se fasse par tranche de 5% jusqu'en 2026. Mais c'est vrai que ça représentera, par rapport à l'ensemble des services, un coût qui peut atteindre plus de 200 000 € de charges supplémentaires par rapport à la ville de La Baule. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, observations? Bon. Oui, Madame Boyer. Donc, Monsieur Dupuis nous dit que ça a été examiné dans une commission ad hoc et cette augmentation touche absolument toutes les communes. Donc en fait, nous, peut-être que ça ne nous touche plus particulièrement parce qu'on est une commune plus importante et que du coup, évidemment, on a une demande plus importante pour tous les services. Mais j'imagine que même pour des petites communes, ça doit être une augmentation quand même non négligeable. Et donc c'est vrai que si ça rend service, si les services mutualisés sont effectivement efficients et apportent un plus pour toutes les communes, ça va de soi. Mais je rejoins les remarques de Daniel Rival. C'est vrai qu'on n'est pas forcément toujours satisfait. Donc on pourrait au moins se demander que les services rendus soient vraiment satisfaisants pour le coût. Mais ça, moi, je ne suis pas à Cap-Atlantique, mais j'imagine que ça doit être quand même discuté. Monsieur Dupuis. Oui, pour vous répondre, alors, il y a une économie qui va être faite par Cap-Atlantique, puisque désormais, avant, une partie de la mutualisation était prise sur les frais généraux de Cap-Atlantique. Aujourd'hui, ça sera la vérité, c'est-à-dire que la mutualisation sera imputée par Cap-Atlantique à hauteur de 90%. L'argent qui est économisé, qui est de l'ordre de 1 million, sera remis dans un fonds d'investissement qui doit servir effectivement à financer donc des investissements à la demande des communes. Mais tout le problème de la mutualisation, c'est qu'on n'a pas d'obligation d'y être. C'est-à-dire qu'à force de monter les coûts, un jour, on sera peut-être amené à faire un choix. Le choix que nous permet Cap-Atlantique est de renoncer à la mutualisation de certains services et de le reprendre à notre charge. Et à ce moment-là, on laisse toute l'addition à Cap-Atlantique. Donc on leur a bien expliqué que c'est vrai que la majorité, c'est la majorité, mais il ne faut pas non plus que les villes concernées qui payent se retrouvent dans une situation où la mutualisation leur coûte plus cher que le service chez elles. À ce moment-là, on n'a aucun intérêt à mutualiser le service. On préfère le reprendre et l'exploiter nous-mêmes. Oui, Madame Boyer, je vous en prie. C'est quelque chose, je pense que c'est peut-être une vue à court terme, parce qu'à long terme, comme vous le soulignez, si finalement des communes comme nous avons la capacité, nous, de réintégrer sans mutualiser nos services, mais les petites communes ne pourront pas, donc ce sera à leur détriment. Donc à long terme, c'est peut-être un mauvais calcul. Monsieur Dupuis. C'est pour ça que la majorité ne doit pas imposer systématiquement quelque chose sans pas réfléchir aux conséquences pour la majorité. C'est ce qu'on rappelle, mais la ville de La Baule, qui participe pour plus de 30% des ressources de Cap-Atlantique, ne représente qu'une voix sur 15, à égalité avec toutes les autres petites communes qui n'ont pas nos problèmes. Merci, Madame Boyer. Merci. En tout cas, cet échange démontre que pour ces 20 ans, on ne pourra pas éviter un débat, une réflexion sur les missions, le rôle et même, je dirais, les compétences de l'intercommunalité. On ne peut pas se limiter à un changement de logo. Il est indispensable qu'il faut qu'on réfléchisse et qu'on tire les leçons de cette structure pour qu'elle soit le plus efficace possible pour l'ensemble des communes et des 15 communes concernées. Et je propose, s'il n'y a pas d'autres observations, de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Est-ce qu'il y a des oppositions? C'est adopté. Délibération numéro 7, qui est l'approbation de la convention pour l'accueil de la MAM à l'école des Pléiades. Et je laisse la parole à Nathalie Hazard. Merci, Monsieur le maire. Le regroupement des écoles maternelles et primaires des Pléiades implantées dans le quartier du Guésy est maintenant matérialisé. Ce projet a 2 objectifs. La création d'un vrai groupe scolaire sur le site de l'école primaire pour pérenniser le nombre de classes, libérer des espaces au sein de l'ancienne école maternelle en vue de créer une structure d'accueil destinée aux enfants de moins de 3 ans, donc juste pour avant leur entrée à l'école, pour les familles habitant ce quartier, ce qui était jusqu'à présent difficile. Ainsi, la création envisagée d'une MAM, Maison des assistants maternels, sur ce site doit
permettre de constituer rapidement un complément de l'offre de garde sur notre commune dans un secteur qui en est dépourvu. Permettre à des assistants maternels ne disposant pas personnellement de conditions matérielles favorables d'exercer au sein d'une structure adaptée. Permettre ainsi aux parents souhaitant occuper un emploi de trouver ou faire accueillir leurs enfants. Dans ce but, le CCAS a lancé, avec le concours de la ville, un appel à manifestation d'intérêt prévoyant la mise à disposition des anciens locaux de l'école maternelle des Pléiades. Après instruction des candidatures présentées, le CCAS a retenu l'offre présentée par l'association L'îlot des petits grains de sel, présidée par Madame Tacodé. La convention qui doit être conclue entre la ville, le CCAS et l'association retenue est jointe à la présente délibération, définie dans les conditions de mise à disposition de cet espace par l'intermédiaire du CCAS, notamment en termes d'aménagement, d'entretien et de gestion de la structure. En contrepartie de l'occupation de l'emprise exploitable pendant une durée de 36 mois, l'association devra verser à la ville une redevance annuelle de 10 800 € TTC. Je vous propose donc d'approuver la convention portée à votre connaissance et d'autoriser Monsieur le maire à la signer, sachant que la commission ayant en charge la petite enfance s'est prononcée favorablement pour ce beau projet qui va avoir lieu, si tout va bien, début 2024. Merci Nathalie, merci pour l'aboutissement à toute l'équipe sur ce sujet. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Boyer. C'est effectivement un très beau projet et félicitations effectivement à toute l'équipe qui l'a mené à bien. Ça répond à un besoin extrêmement important de notre commune. C'est en tension dans toutes les communes, mais aussi dans la nôtre. Et en plus, le fait que ce soit implanté près d'un groupe scolaire, c'est aussi finalement une continuation. Donc pour les familles, c'est très important. Et puis pour les enfants, on va dans le même endroit, qu'on soit à la maternelle, à la MAM, à l'école primaire. Ça, c'est vraiment très très bien. Il y a juste une petite remarque que je voudrais faire sur la délibération que j'ai faite en commission et qui a été corrigée dans la convention d'occupation des locaux, mais qui n'est pas corrigée sur la délibération parce que la phrase n'a pas trop de sens, de permettre d'exercer à des assistantes maternelles ou assistantes maternelles n'ayant pas des conditions matérielles d'accueil favorables en cas de création d'une maison d'assistants et d'assistantes maternelles. Ça n'a pas trop de sens. Donc ça a été effectivement corrigé sur la convention. Donc je pense qu'il faudrait adopter la même phrase sur la délibération. Donc dans la convention, c'est écrit de permettre d'exercer à des assistantes et assistantes maternelles n'ayant pas des conditions matérielles d'accueil favorables à domicile. Voilà. C'est beaucoup moins lourd, il n'y a pas de problème. Donc on prend en compte les corrections pour le vote, hein. Merci. D'accord. Madame Hazard. Oui, je voulais juste rajouter que donc d'ici normalement janvier 2024, ça fera concrètement 9 à 12 places offertes aux familles, donc ce qui est quand même important et pas négligeable, où c'est vraiment tendu et où on refuse malheureusement beaucoup de places en ce moment. Donc c'est vraiment 2024, il faut être encore un petit peu patient, mais il devrait y avoir 9 à 12 places qui vont s'ouvrir. Parfait, merci beaucoup. Annabelle Garon. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous et à toutes. Donc moi je suis également ravie de voir aboutir ce projet qui répond à une vraie urgence effectivement sur notre territoire comme partout en France. C'est vrai que c'est difficile de faire nos commissions d'admission en petite enfance quand on voit le nombre de refus que l'on fait malheureusement à toutes les familles qui font la demande ou presque. Je précise à ce niveau-là que l'association qui du coup sera à l'école maternelle des Pléiades choisira librement les familles avec lesquelles elle va travailler. Ça ne passera pas par un filtre municipal, donc je m'adresse aux futurs parents. Ne saturez pas non plus le service de la petite enfance de demande. Adressez-vous à nous si vous voulez avoir les coordonnées de l'association, mais ça ne va pas passer par notre filtre, car c'est bien une association qui va exercer en toute liberté et en toute indépendance sur notre territoire. Voilà. Merci beaucoup. Et il faut qu'on continue à mettre en place des places supplémentaires. C'est la rançon d'un succès. L'exode urbain dont je parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions particulières ou des observations supplémentaires? S'il n'y en a pas, je propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Alors, délibération numéro 8, qui est l'approbation de la charte des ATSEM. Vous savez, ce sont les agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles. Ces agents qui sont dévoués à travailler dans toutes ces écoles. Et donc, je laisse la parole à Karine Chalier.
Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous, chers collègues. Donc, entre autres missions, les écoles maternelles doivent accueillir les enfants dans un cadre sécurisé et rassurant, avec des adultes attentifs et bienveillants qui les aident à développer progressivement leur autonomie. Pour mémoire, une charte avait été élaborée en 2006, puis renouvelée partiellement en 2011. Donc, il est apparu comme une priorité, avec Madame Garand et moi-même, accompagnés des services de la direction jeunesse et solidarité, de renouveler cette charte qui était devenue ancienne et même obsolète. Les ATSEM présents sur ces sites en sont des acteurs majeurs. Ils participent à l'accueil des enfants, collaborent avec les enseignants au processus éducatif et sont des acteurs pleinement intégrés dans la communauté éducative. À titre d'information, à la Baule, il existe 9 classes de maternelle, donc dans 4 écoles publiques bauloises, pour un effectif de quelques 215 enfants de 3 à 6 ans. Pour eux, une quarantaine d'agents municipaux, dont 9 ATSEM, donc une par classe, sont présents chaque jour afin d'assurer leur accueil et leur sécurité, mais aussi la restauration, la surveillance et l'animation de la pause méridienne, la sécurité aux abords des écoles pour les entrées et les sorties, ainsi que l'hygiène et l'aménagement des locaux. Donc c'est une réelle mission polyvalente. Aussi, la charte des ATSEM est un référentiel de travail régulièrement mis en œuvre dans les communes. Elle permet de préciser les missions des agents, de rechercher les bonnes pratiques pour mieux travailler ensemble. Effectivement, ils ont une double hiérarchie de l'éducation nationale et de la ville, et ils se situent sur le temps scolaire. Donc, ce document ne se substitue pas au statut de la fonction publique territoriale. Il n'a pas de valeur de règlement intérieur, mais constitue un engagement des différents acteurs de l'école, des enseignants et des services municipaux. Il vous est donc proposé aujourd'hui d'approuver dans l'intérêt commun cette charte des ATSEM. Elle a fait l'objet d'un avis favorable lors de la commission environnement, santé, petite enfance, vie scolaire du 15 septembre et aussi un avis favorable lors de la formation spécialisée du 5 septembre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Karine Chalier. Est-ce qu'il y a des questions et observations sur cette délibération numéro 8 ? Madame Boyer. Juste une petite observation. Je me réjouis vraiment de cette charte qui, d'ailleurs, je l'ai lue et relue. Elle est vraiment très, très bien. Elle a été élaborée avec les ATSEM elles-mêmes et eux-mêmes. Je pense qu'il n'y a pas d'hommes, mais peut-être. Et il pourrait y en avoir. Et donc, c'est très, très bien. Et je m'en réjouis d'autant plus que depuis que je suis élu, c'est-à-dire un certain temps, on doit revoir la charte des ATSEM parce que ça posait plein de problèmes, à la fois pour le personnel, pour les enseignants et les enseignantes, pour les parents. Donc là, maintenant, je pense que les relations vont être éclaircies, et donc ce sera beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres interventions ? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on mette aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions ? Des abstentions ? La délibération est adoptée. Délibération numéro 9. Qui est la convention de partenariat entre Ville de la Baule et l'association Lab Sport. Et là, je laisse la parole à Annabelle Garand. Merci, Monsieur le maire. Alors, depuis le début de notre mandat, nous essayons de faire en sorte d'allier les actions sport et santé. En effet, la pratique d'une activité physique régulière est un véritable enjeu de santé. Donc, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé, je précise, les constats de santé préalables montrent bien que la sédentarisation cause de nombreuses pathologies chroniques, telles que les cancers, mais également les diabètes, des maladies coronariennes ou autres cardiopathies. L'association Lab Sport est basée à Saint-Nazaire, est une association d'intérêt général qui est reconnue Maison Sport et Santé depuis janvier 2020. Son objectif est de promouvoir la pratique de l'activité physique auprès des populations rencontrant des difficultés à disposer d'offres adaptées. Donc, en pratique, elle s'appuie à la fois sur les professionnels de santé locaux ainsi que sur les associations sportives des communes sur lesquelles elle est implantée. Le programme qu'elle propose consiste premièrement en un diagnostic sportif de la nécessité sportive qui est posé par les professionnels de santé. Le professionnel de santé
oriente le patient adhérent auprès de l'association LabSport, qui, elle, va décliner un programme avec des séances individuelles et collectives sur 10 à 12 semaines, qui va pouvoir se dérouler au sein même des associations sportives locales qui sont partenaires. Donc c'est bien un équilibre entre LabSport, les professionnels de santé et aussi nos associations sportives bauloises. Donc, au regard de nos objectifs respectifs, notre ville de La Baule-Escoublac et l'association LabSport, nous avons convenu de développer un partenariat sur un cycle expérimental pour le moment de 22 semaines qui se déroulerait du 2 octobre 2023 au 4 mars 2024. Ce que j'ai omis de préciser il y a quelques secondes, c'est que malgré cette bonne volonté et la labellisation sport et santé, la prise en charge des activités sportives n'est pas encore remboursée par la sécurité sociale, mais normalement, l'association travaille pour qu'elle le devienne. Cette facturation en fait, des prestations de l'association explique aussi pourquoi nous passons par un cycle expérimental donc, sur les prochaines semaines. Le partenariat que nous avons proposé pour le moment, ça prévoit pour notre ville une mise à disposition à titre gracieux d'une salle de la maison de quartier du Guésy une fois par semaine, pendant la durée d'expérimentation, donc de octobre à mars 2024. C'est dans cette salle-là que pourront avoir lieu certains cours de sport collectif. Et l'association LabSport, de son côté, s'engage à une diffusion d'informations relatives à son programme auprès des publics concernés, à la mise en relation entre donc, les professionnels de santé prescripteurs, les usagers et les associations sportives de notre ville. Elle s'engage également à nous produire un bilan qui nous permettra d'évaluer le dispositif en fin de cycle et de voir tous ensemble si nous souhaitons continuer le partenariat avec cette association-là. Donc la ville et l'association LabSport s'engagent réciproquement également à promouvoir leur partenariat. Je vous propose d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant donc, à signer la convention qui est jointe à la présente délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Garand. Est-ce qu'il y a des observations ou des demandes d'éclaircissement sur ce partenariat? Oui, Monsieur Jean-Philippe Dupuis. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que ça sera réservé exclusivement aux Baulois ou ouvert à toute personne susceptible d'y être intéressée? Alors, a priori, on ne peut pas exercer de sélection sur l'origine de la ville d'habitation des adhérents, vu qu'ils sont adhérents à l'association. Et il faut qu'ils soient de toute façon orientés par un professionnel de santé. Il y a déjà eu une réunion d'information du processus qui s'est déroulée début septembre, où il y avait beaucoup de professionnels de santé qui étaient présents dans la salle, parce qu'ils sont ils sont fortement intéressés par ce dispositif qui permet vraiment une mise en relation et un suivi entre les adhérents qui sont loin de la pratique sportive et qui en ont besoin pour leur santé, et nos associations locales. Et l'idée aussi, derrière, c'est de faire tester différents sports aux adhérents dans différentes associations partenaires pour qu'à l'issue des 10 à 12 semaines, ces adhérents, ils aient repris goût au sport, qu'ils aient trouvé une association. Il y a aussi un lien social qui devrait se créer derrière, et un sport qui leur est adapté, un sport qui leur plaît, et qu'ils le pratiquent de manière pérenne. Mais ce n'est pas forcément réservé aux Baulois. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations? Je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions sur cette délibération numéro 9? Des oppositions? Elle est adoptée. Délibération numéro 10, qui est une bonne nouvelle. L'acquisition auprès des consorts Calac et Roussel du terrain à usage de parking cadastre CN1, avenue Henri Berthaud, et je laisse la parole à Daniel Rival. Merci, Monsieur le maire. Afin de limiter la circulation automobile en centre-ville et en haute saison et encourager l'usage des transports en commun et modes de déplacement doux, la ville projette de faire l'acquisition du vaste terrain à usage de stationnement au rond-point du Clos Colin afin de réaliser un parking de dissuasion en entrée de ville d'une capacité d'une centaine de places. En l'état, ce terrain d'une superficie d'environ 5270 m² fait l'objet d'un bail commercial auprès de l'exploitant de l'établissement, situé en face, dénommé la Cantine du B, le bail qui arrivera à expiration le 30 novembre 2023. Selon la demande de renouvellement du bail adressée par le locataire au bailleur, par courrier du 27 juillet 2023, une notification officielle de non-renouvellement du bail doit être signifiée à l'occupant au plus tard le 24 octobre 2023 par les propriétaires. Dans ces conditions,
La ville confirme sa volonté d'acquérir, sous réserve que les vendeurs signifient dans les délais aux locataires la décision de non-renouvellement du bail, dans la mesure où la commune ne sera pas encore propriétaire à cette échéance. Par ailleurs, selon les attentes de l'occupant actuel, la ville ne serait pas opposée, à l'issue du bail commercial, à maintenir à disposition du restaurant un nombre de stationnements, peut-être une vingtaine de places. Bon, ce n'est pas encore mis en application puisque nous ne sommes pas encore propriétaires, répondant aux besoins de sa clientèle selon les conditions financières restant à définir. En accord avec les propriétaires et par l'intermédiaire de l'agence Les Comptoirs de l'IMO, la commune accepte l'offre de cession proposée par les vendeurs au prix de 40 000 €, abondée des honoraires de transaction qui sont de 3 000 €. Donc, on vous propose d'approuver l'acquisition de ce terrain CN1, selon les conditions précitées, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la promesse de vente, qui devra comporter mention de la notification de non-renouvellement du bail commercial à la charge du vendeur. Et la signature aura lieu jeudi prochain. Donc c'est vrai que nous n'avons pas perdu de temps. Je dirais que Stéphane Burban, Xavier Lequiré, Monsieur le maire, ils me sont tous tombés sur le dos là. Et on a réussi à tout arrêter. Et là, c'est la promesse d'achat se fait jeudi prochain. Voilà, je vous remercie, Monsieur le maire. Merci beaucoup. C'est une opportunité formidable de pouvoir avoir un parking de 100 places à l'entrée de ville, notamment via Escoublac. Un parking qu'on pourrait, par exemple, équiper d'ombrières solaires, qui permettrait aussi de la production énergétique. Donc là, je pense qu'on a vraiment un projet tout à fait intéressant. Et c'est vrai que cette opportunité s'est présentée à un moment donné. Il fallait la saisir. Est-ce qu'il y a des observations ou Monsieur Lequiré? Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, un grand merci aussi au service de l'urbanisme qui a travaillé aussi d'arrache-pied sur ce projet qui se présentait à nous. En fin de compte, c'est une très très bonne nouvelle parce que, comme dit Monsieur le maire, ça va nous faire un parking de dissuasion qui va aussi nous permettre pour les années à venir de pouvoir justement désengorger la voiture sur la promenade de mer qui va aussi venir dans les années à venir. Et je pense qu'il sera aussi, ça sera aussi le moment de mettre peut-être une petite zone de covoiturage qui est dans l'air du temps et où on pourra justement mailler les mobilités douces que l'on a mis en place et qui marchent très bien. Et vraiment, j'applaudis tous les services parce que ça a été rondement mené. Bravo. Bien sûr. Et on y intègre aussi la ligne 20 Est et 20 Ouest qui fera aussi permettre de pouvoir être sur la ville. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette délibération numéro 10? S'il n'y en a pas, je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Elle est adoptée. Délibération numéro 11, qui est l'avenant numéro 1 à la Convention de financement des études préliminaires de création d'un passage souterrain entre l'allée des Crocus et l'avenue Saint-Hubert, ainsi que la suppression du passage à niveau 401 bis à la Baule-Escoublac. Là aussi, c'est une opportunité sur laquelle on travaille depuis quelques temps. Je suis heureux que ça aboutisse. Je laisse la parole à Xavier Lequiré. Merci, Monsieur le maire. La ville de La Baule a fait de la question des mobilités un thème majeur de sa politique urbaine. Dans cette logique, elle souhaite ainsi déployer un réseau de déplacements doux dans lequel la continuité générée par l'infrastructure ferroviaire sur son territoire constitue une contrainte forte. La ville a ainsi voulu réactualiser une étude préliminaire de 2015 qui consiste à supprimer le passage à niveau numéro 401 bis, piéton entre l'allée des Crocus et l'avenue Saint-Hubert, juste avant le rond-point de la station-service Esso, dite Pas de Doigt, par la création d'un passage souterrain et à rétablir la continuité du cheminement mode doux. Pour cela, une convention relative au financement de l'étude préliminaire a été signée entre la ville et la SNCF Réseau le 2 mars 2022. L'étude préliminaire s'est achevée fin janvier 2022 et propose un calendrier prévisionnel avec une phase d'étude avant-projet, APO, qui doit débuter en septembre 2023. Afin de garantir la pertinence des études à venir et respecter le planning prévisionnel de l'opération, il apparaît nécessaire d'engager au plus tôt des sondages géotechniques. La SNCF Réseau propose à la ville de La Baule d'avoir recours à un avenant à la convention de financement de l'étude préliminaire, ainsi d'anticiper la réalisation des acquisitions de données. Les coûts engagés au travers du présent avenant, afin d'anticiper la réalisation des sondages géotechniques, normalement prévus
en phase APO viendront donc en déduction de la convention de financement des études APO. L'estimation du coût des études préliminaires, objet de la présente convention, est fixée à 169 825 € hors taxes aux conditions économiques de décembre 2021, comme cela est précisé dans la délibération. Le besoin de financement de la présente convention est évalué à 176 600 € hors taxes, dont une somme estimée à 15 280 € hors taxes correspondant aux frais de maîtrise d'ouvrage de SNCF Réseau. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 qui a été communiqué en annexe. Merci. Merci, monsieur le curé. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur cette délibération? Madame Marina Marché. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Cet avenant semble nous être présenté avec quelques temps de retard, si j'ai tout compris, monsieur le curé. On nous propose d'anticiper des études géotechniques qui auraient lieu entre le 12 et le 16 juin 2023, afin d'anticiper sur la signature d'une nouvelle convention été 2023. Ces dates me semblant passées, ou alors je m'interroge. J'ai donc 2 questions. Les études géotechniques ont-elles été réalisées au mois de juin 2023, j'entends? Et pourquoi cet avenant, si c'est le cas, nous est présenté, ne nous a-t-il pas été présenté plus vite? J'ai peut-être pas tout compris. Merci. Merci, Madame Marché. Monsieur le curé. Alors, on a des études qui ont donc été réalisées en juin. Et on a d'autres études à établir maintenant avec la SNCF Réseau. Donc voilà, c'est études complémentaires de façon à avoir, surtout au niveau géotechnique. N'oublions pas qu'on est sous voie et que l'on a donc tous les passages aussi bien les TGV que les TER. Il faut être le plus vigilant possible. Et aussi bien la commission que je préside, on est très vigilant sur ce dossier. On veut surtout voir en fin de compte le projet venir et arriver, parce que c'est aussi dans le cadre des itinéraires plan vélo et de la sécurité. Et on aura justement par la suite, je dirais, un plan vélo qui sera établi parfaitement, parce qu'on aura l'avenue Olivet, qui est donc du côté de l'avenue Marcel Rigaud, pour aller du côté des écoles en toute sécurité. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'observation? En tout cas, comme vous le savez, vous qui avez... pour certains d'entre vous, fait un mandat précédemment, quand il y a des travaux avec SNCF, on se rappelle l'épisode du Pont-Chevrel, c'est long. Voilà. Madame Boyer. C'est un petit peu l'objet de mon observation, puisque je suis dans la commission qui est censée s'occuper de toutes ces démarches avec la SNCF. Alors juste, ce que peut-être Madame Marchais voulait souligner, c'est un petit problème de date, parce que si on regarde dans la convention, il est écrit que c'est pour anticiper la réalisation des acquisitions de données dès le 2e trimestre 2023. Donc, nous nous disons que si nous votons maintenant, on ne peut pas voter quelque chose pour anticiper. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait une réactualisation des dates pour se mettre au carré, quoi. Voilà. Mais je comprends que c'est compliqué parce qu'avec la SNCF, rien n'est simple, donc il peut y avoir des retards, etc. Voilà. Merci Madame Boyer. Monsieur Le Carré. Et c'est vrai qu'avec la SNCF, parfois on a un peu de retard. Mais ceci étant, on va regarder si c'est un problème de date. On peut toujours vérifier au niveau des services. Mais en tout cas, Madame Boyer est tout à fait apte à le dire, c'est-à-dire qu'on travaille sur ce dossier et on lâche rien. Franchement, donc évidemment, si c'est un problème de date, on le corrigera. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Je propose qu'on mette au... Oui, Monsieur Jacques Renaud, excusez-moi. Oui, j'ai écouté le débat là de quelques minutes sur l'anticipation. Je ne suis pas choqué outre mesure, j'appartiens aussi à la commission. Bon, on est un petit peu en retard, voilà, pour régulariser, ça me paraît pas très grave. Merci Monsieur Renaud, mais c'est vrai que c'est mieux de faire avant qu'après. Je sais qu'à la région, on a aussi ce problème-là souvent et c'est pas simple, mais on essaie au mieux. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Donc je propose de mettre au voie. Est-ce qu'il y a des oppositions à ces délibérations? Des abstentions? Elle est adopté. L'ordre du jour est épuisé. Je vous donne donc la parole aux questions diverses. Madame Fillou, oui. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, en ce temps de rentrée, et puis on a largement parlé des jeunes enfants en début de conseil municipal, je voulais faire un petit coup de projecteur sur la bibliothèque, parce qu'on parle souvent à la culture des expositions ou du cinéma, pas toujours de la bibliothèque. Donc, j'ai un bilan statistique à vous partager qui est du 1er janvier au 20 septembre 2023
qui a été mis en perspective avec les chiffres avant Covid, donc avec les chiffres 2019. Donc c'est des chiffres qui sont très intéressants, qui vont être mis en ligne d'ailleurs la semaine prochaine par notre équipe de la communication, donc qui pourront être lus en détail si ce sujet vous intéresse. On a remarqué une hausse significative du nombre d'emprunteurs actifs, donc pas uniquement prendre sa carte d'adhérent, mais être vraiment emprunteur actif, et notamment, plus précisément, chez les jeunes lecteurs. Donc on entend par jeunes lecteurs de 0 à 14 ans. Donc plus 45% d'emprunts de la part de ces jeunes lecteurs, donc c'est pas négligeable. J'aimerais vraiment remercier les équipes de la bibliothèque parce qu'il y a effectivement une qualité des sélections éditoriales qu'on peut remarquer, une présentation constante de nouveautés, la création des fonds de première lecture pour les CP. On est très sollicité par les écoles et on y répond également à cette sollicitation. L'acquisition de nouveaux mangas et la présentation des collections aux écoliers baulois. Alors, quand on parle manga, en effet, les bandes dessinées, donc l'emprunt de bandes dessinées a dépassé l'emprunt de romans. Donc, il faut savoir que maintenant, voilà, on lit plus de BD que de romans, mais tant mieux, au moins on lit. On dit qu'on est dans une société du digital et finalement, eh bien, à la Baule, on lit de plus en plus. Donc, les mangas, le développement de ce fonds de manga a permis d'attirer un nouveau public adolescent qui avait un peu déserté la bibliothèque municipale. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle également parce que on l'a dit lors de l'ouverture de la saison culturelle à Atlantia, on essaye de mettre un peu le focus sur les adolescents cette année au niveau culturel. Et on le voit à la bibliothèque, on répond à cette demande. On répond à cette demande aussi avec de nombreuses animations culturelles dans les murs et hors les murs. Il y a à peu près une 50aine d'animations culturelles qui sont proposées par la bibliothèque par an. Donc ça permet de faire rayonner la ville, d'attirer de nouveaux lecteurs. Et on observe donc que les pratiques ont évolué. La bibliothèque, c'est plus uniquement un lieu où on vient emprunter un livre, c'est un lieu où on vient vivre un moment culturel, où on vient lire, mais aussi accéder à des services, à pouvoir assister à des spectacles et des ateliers. Donc vraiment une bibliothèque très active avec des jeunes lecteurs qui sont revenus en nombre. Et je remercie vraiment cette équipe qui est menée par Nathalie Menuto. Merci Madame Fillou. Madame Glich. Merci Monsieur le maire. Dans une optique de réduction du gaspillage et de favorisation d'une économie circulaire, le gouvernement français a mis en place le 10 février 2020 la loi anti-gaspillage. Initialement destinée aux collectivités, entreprises et ONG, la loi inclut désormais les ménages français. La loi anti-gaspillage entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Ça veut dire qu'à partir de cette date, tous les ménages devront disposer d'une solution leur permettant de trier leurs déchets biodégradables. Les collectivités territoriales devront proposer des solutions de tri à la source afin d'aider chaque foyer à composter. Cette loi n'oblige pas les foyers français à avoir un composteur chez eux s'ils ne le peuvent pas. En revanche, elle les invite à apporter leurs déchets organiques dans un composteur collectif. Il y a donc deux solutions, jeter individuellement les déchets organiques dans un composteur collectif ou disposer d'un composteur individuel. Je voulais très simplement savoir quel était le dispositif qui allait être mis en place pour la ville de La Baule. Est-ce que des composteurs individuels vont être proposés? Est-ce qu'on va mettre en place des composteurs collectifs? Quelle protection pour éviter les nuisibles et, le cas échéant, quels emplacements? Merci. Merci Madame Glich. Je crois que ça existe déjà, même j'en suis sûr parce que j'en ai un chez moi. Monsieur Lequerry. Alors, je vais vous répondre rapidement. Donc, c'est vrai qu'avec Cap Atlantique, il existe déjà toutes ces pratiques, cette possibilité. D'une part, on a évidemment les emballages légers, ça on le connaît, il n'y a pas de souci. On passera certainement à une fréquence qui sera une fois semaine à partir du mois de janvier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour l'ensemble des habitants de la commune. En ce qui concerne les déchets organiques, vous avez la possibilité évidemment d'avoir soit des composteurs en téléphonant à Cap Atlantique, service déchets, pour avoir en fin de compte la possibilité gratuitement d'avoir un composteur. Et on a en étude, mais via Cap, la possibilité d'avoir des composteurs dits collectifs. Mais ceci étant, c'est pareil, c'est en étude, il faut aussi en faire la demande. Et il faut que l'ensemble, je dirais, de la copropriété, entre parenthèses, puisse répondre favorablement, et tous favorablement à ce genre de projet. Mais ceci étant, c'est en étude et ça existe bien. Donc je confirme les dires de Monsieur le maire. Et l'annonce de Monsieur Lequerry, c'est qu'on va intensifier le passage des poubelles jaunes.
C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir une tous les 15 jours, on en aura une par semaine. Et par contre, on aura une de moins poubelle verte parce qu'on en a 3 par semaine et 2 suffisent. Voilà, l'équilibre qu'on a vu avec Cap Atlantique, je pense que ça doit être opérationnel prochainement. 1er janvier, d'accord. Madame English. Oui, juste pour compléter, hein, je sais qu'il existe des solutions mises en place, mais au 1er janvier, ça devient obligatoire. C'est ça la nuance, c'est qu'effectivement, il y a déjà des initiatives personnelles ou des associations, etc. Mais là, nous n'aurons plus le choix. Donc, je note que pour le moment, c'est à l'étude, mais ça va venir très vite puisque c'est dans 3 mois. Donc, merci. Quand je dis que c'est à l'étude, ça existe. Il faut en fin de compte en faire la demande. C'est aussi quelque chose qui doit être fait par les citoyens, les copropriétés. Voilà, il faut simplement aussi faire le pas et de téléphoner à Cap Atlantique, le service déchets, et en fin de compte, on a toutes les informations. Et pour compléter sur cette thématique, tout ce qui est déchets verts aussi, on aura une fréquence un peu moindre pour éviter justement d'avoir trop, selon les périodes. Il y a des périodes où on a besoin de moins de ramassage de déchets verts et des périodes où on a besoin de plus. Donc on est en train de travailler sur une meilleure lisibilité sur notre commune, parce qu'on est la seule commune à avoir les déchets verts sur Cap Atlantique. Alors, juste une précision, ça recoupe ce que j'ai dit en début, en avant-propos. Si la taxe sur les ordures ménagères augmente au sein de Cap Atlantique, qui passe de 9,42 à 9,67, c'est aussi en raison du fait qu'ils devront fournir ces composteurs obligatoirement à l'ensemble de la population. Donc ils commencent déjà à avoir un stockage de composteurs pour permettre de répondre à cette obligation légale qui n'est plus maintenant juste sur le volontariat, mais qui est obligatoire. Voilà. Vous voyez comme quoi, c'est la boucle est bouclée. Madame Boyer. Oui, merci de me donner la parole sur 2 choses que j'aimerais dire. Une première, c'est une information. Je vous ai laissé sur vos tables un petit flyer sur la fête de la science à la MJC. Donc la MJC participe tous les ans à la fête de la science et nous sommes répertoriés dans le catalogue départemental. Nous avons même eu 2 fois le coup de cœur du département. Donc nous faisons des choses très bien. Et cette année, le thème principal était science et sport. Et nous sommes dans une commune qui participe beaucoup aux activités sportives et nous rentrons dans une année olympique. Donc, évidemment, nous participons à ça. Et comme je suis très partie prenante dans cette fête de la science, évidemment, je mets ma touche femme à chaque fois, bien sûr. Et donc, il y aura une conférence qui sera, je pense, extrêmement intéressante, qui sera faite par Stéphane Guéchet, qui est conseiller régional, mais ce n'est pas à ce titre qu'il fera la conférence, c'est parce qu'il est spécialiste du sport, et en particulier du sport féminin, et il a fait redécouvrir, il a écrit un livre sur une très grande sportive qui s'appelle Alice Milia, qui est une Nantaise, et qui est une de celles qui a fait en sorte que les femmes puissent participer aux Jeux Olympiques à part entière. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, elle a eu un rôle important. Et en fait, les Jeux Olympiques ont lieu cette année à Paris, en 2024. C'est la première année que les disciplines sportives seront à parité, seront complètement paritaires. C'est la première année. En 1924, quand il y avait eu les premiers Jeux Olympiques, il y avait très très peu de disciplines qui étaient ouvertes aux femmes. Donc quand même, c'est très bien. Alors je souligne que quand même, pour le paralympisme, ce n'est pas encore complètement paritaire. Donc il y a encore des progrès à faire. Mais je pense que cette conférence sera extrêmement importante. Et comme on se rattache aussi aux sciences, donc il nous expliquera les faux prétextes scientifiques, pseudo-scientifiques qui interdisaient ou qui déconseillaient complètement aux femmes de faire du sport, et abordera aussi le problème de la médecine sportive et en particulier sur les femmes. Donc je pense que ce sera vraiment intéressant. Et comme je mets aussi ma petite touche, encore plus femmes, donc il y a une exposition là qui est installée, qui est visitable dès maintenant, sur les femmes et les sciences. Et voilà. Merci beaucoup. J'ajoute quand même que pendant toute la semaine, comme d'habitude, nous avons des ateliers. Et donc, toutes les écoles bauloises, publiques et privées, participent à ces ateliers. Nous recevons en général 500 à 600 élèves pendant toute notre semaine. Merci beaucoup. Et tout ça en partenariat aussi avec la région des Pays de la Loire. Je le dis, je précise. Alors, j'avais une deuxième chose, un petit peu plus... voilà. On m'a signalé qu'à l'émissaire de Mazy, il pouvait y avoir des problèmes de sûreté
de sécurité pour les... En particulier, il y a un certain nombre de jeunes ados qui font un peu n'importe quoi. Bon, il faut en prendre en compte. Et que c'est peut-être pas assez signalé que sauter du haut de l'émissaire... Oui, mais on m'a dit que les jeunes, finalement, ça leur fait pas... Enfin, ils s'en fichent, que ce soit interdit ou pas. Ils le font. Est-ce qu'on m'a soumis l'idée que peut-être on pourrait faire un truc un petit peu pédagogique pour montrer avec des images ce qui peut arriver si on saute mal. Enfin, j'en sais rien. Plus, voilà. Bon, alors, l'émissaire Mazie, et je laisserai la parole aussi après, est un sujet, vous soulevez un sujet qui est compliqué, parce que comme vous le savez, il a été refait, et il est obstrué par une grille pour empêcher justement que des enfants rentrent dans l'émissaire. Sauf que la grille empêche une évacuation rapide lorsqu'il y a des chutes, des précipitations très fortes. Donc en ce moment, il y a toute une étude qui est en train d'être faite pour pouvoir essayer de trouver une solution où enfin on garde bien sûr la fermeture de la grille, mais qu'elle puisse s'ouvrir en cas d'ouverture brutale et de pluie diluvienne pour permettre d'évacuer, pour pas que ça bouge, pour pas que ça remonte. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est à l'étude en ce moment et c'est pas simple parce que je crois que le CIRENA, qui est dessus, essaye de trouver une solution pour permettre d'y répondre. Je laisse la parole à Madame Rival. Oui, merci, Monsieur le maire. Oui, pour répondre, Anne, effectivement, c'est dangereux parce que le diamètre déjà est d'1,20 m. Donc, c'est les services de l'État, suite à l'enquête publique, qui ont demandé à ce qu'on mette une grille. Et il y a eu 2 gros orages. Et toutes les eaux en amont du versant de Pornichet à la Baule sont arrivées trop vite. Et il y avait beaucoup de branches, de bouts de bois, d'épines de pin qui ont complètement obstrué la sortie des eaux pluviales à la mer. Et si bien que, on a... D'abord, les vagues ont été inondées. Il y a quand même un gros litige et on cherche le responsable, puisque ici, il y a beaucoup de personnes qui sont impactées. Et c'est le commissaire enquêteur qui a demandé, il l'a mis sur le compte-rendu de l'enquête d'utilité publique, qu'il fallait mettre une grille comme ça, en accord avec les services de l'État. Mais le problème, c'est que c'est boulonné. Et il aurait fallu qu'on ait un système hydraulique pour que la grille s'ouvre complètement et elle se referme. Mais là, c'était boulonné. On a mis la grille qu'on nous a demandé de mettre. Donc maintenant, on recherche aussi qui est responsable de... C'est parti en juridique. Et là, Alain m'a montré des photos, pas plus tard que cet après-midi, Alain Doré, puisque il y a eu à nouveau un gros coup de tempête, là, il n'y a pas très longtemps encore. C'est les services de la ville qui sont allés déboulonner pour ouvrir en pleine nuit à minuit, parce que Mazie était encore inondée. Donc, il va falloir entretenir les réseaux d'eau pluviale, parce que c'est l'eau pluviale. Et il va falloir trouver des solutions, comme disait Monsieur le maire, parce qu'on ne peut pas être sur le qui-vive comme ça à chaque fois, quoi. Voilà, madame. Monsieur Mathieu. Merci, monsieur le maire. Moi, je vais prendre la balle au bon entre le sport santé et la science et le sport, donc les 3 S, comme quoi le sport mène à tout. Non, un petit retour sur le triathlon 2023, parce que c'était une très belle édition, la 36e édition. 7000 participants, environ 50 000 personnes sur le site sur 2 jours. Et puis encore une fois, un très beau week-end. On a eu de la chance. Et pour la 2e fois consécutive, on a pu accueillir une finale des championnats. Donc c'est vrai que la ville de La Baule attire les sportifs et sportives. Et je voudrais aussi particulièrement remercier les services de la ville pour leur travail et leur implication lors de ce week-end. Et sans oublier bien sûr les étudiants d'Audencia. Je vais me permettre de faire un tout petit peu long sur le sport. On a l'année de l'automobile l'année dernière. Cette année, l'année de l'Argentine, un petit clin d'œil, dimanche, un rallye aux couleurs de l'Argentine se fera avec un départ à l'aérodrome et une arrivée sur le casino de La Baule avec un village aux couleurs de l'Argentine. Probablement quelques joueurs, selon les résultats du match de demain, seront présents. Pour finir, après l'annonce du passage de la flamme le 5 juin 2024, le retour du marathon est sur La Baule, donc le week-end du 1er novembre 2024, avec un départ et une arrivée du marathon et du semi-marathon. Donc je fais le lien avec le Lab Sport. Une personne est venue me voir en me disant que c'était une belle initiative et que ça allait lui permettre de se préparer pour ce fameux marathon. Donc je ne vais pas donner son nom de famille, elle se reconnaîtra, elle s'appelle Aurore.
Ensuite, on arrive sur Octobre Rose, et je voudrais vous signaler que le week-end du 15 octobre, la course d'Octobre Rose reviendra sur la Baule avec une belle participation du comité 44, donc, et du groupement Presqu'île féminin. Donc venez tous participer, ça fait le lien avec le Lab Sport. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Et c'est vraiment une excellente nouvelle, le marathon, pour l'année olympique. Franchement, là, on ne pouvait pas espérer mieux. Monsieur Domon. Oui, merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Nous savons tous que les travaux du bord de mer sont importants et nécessaires. Ce que je voulais vous demander s'il y avait une possibilité de faire une entrée pour les voitures avenue La Jarige, parce que là, c'est complètement bouclé, et même éventuellement un passage piéton, parce que nous allons rentrer dans une période plus difficile, l'hiver. Donc, voilà, c'est quelque chose que l'on est venu me demander, parce que forcément, l'avenue La Jarige est connue pour ceux qui y habitent, qui sont autour, mais nos visiteurs, voilà. Merci, monsieur Domon. C'est des questions qu'on peut régler hors du conseil municipal. Oui. Mais bien évidemment, je laisse la parole à monsieur Lequerry. Alors, pour répondre à la question, il y a donc une déviation qui est donc effective de l'avenue des Améthystes, à vue du Saphir Améthyste, à aller sur l'avenue de la Jarige, auquel cas, une personne qui arrive de Pornichet, il n'y a aucun problème, elle arrivera sur l'avenue de la Jarige, quoi qu'il en soit. Et la même chose sur les venues de véhicules venant du Pouliguen, on a exactement une déviation aussi qui est possible. Donc, voilà, il faut simplement peut-être regarder, consulter aussi au niveau de la communication. La communication est faite aussi par la ville, par le service com. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait et on a fait une réunion il n'y a pas longtemps avec les riverains. Il y avait une centaine de personnes. On a répondu aux questions. Ça a été très bien perçu et il y avait des commerçants qui étaient présents. On a également mentionné qu'au fur et à mesure des travaux sur la promenade de mer, au fur et à mesure, il y a donc un balayage et on laisse en fin de compte les piétons passer, bien évidemment. Et voilà, tout va rentrer dans l'ordre. C'est un petit peu de temps, mais les travaux, c'est jusqu'à je raconte pas de bêtises, fin novembre. Ouais. Madame Rival. Oui, merci, monsieur le maire. Pour compléter les propos de mon collègue Xavier Lequerry, il faut savoir que là, on part de Pornichet au niveau des travaux. Donc, les travaux commencent demain. Le carottage sur la route commence demain, lundi, puisqu'ils ont mis toutes les bases et puis qu'il y a il y a vraiment une obligation de sécurité par rapport à l'amiante. Donc, nous allons jusqu'à l'avenue de Saumur. Donc, on ne va pas jusqu'à la Jarige, donc la route n'est pas barrée. Et nous avons énormément écouté aussi les clubs de plage et puis les bars de plage et les restaurants de plage, parce qu'on arrive aussi dans les vacances de la Toussaint, et ils ont eu une demande qui était pertinente. Il ne fallait pas qu'on les empêche de travailler. Donc, on a bien dit qu'il fallait que, au fur et à mesure qu'ils avancent, on ouvre pour que les gens puissent aller avenue La Jarige, en venant de Pornichet. Ils peuvent y aller, mais en passant par le boulevard de Mer. La circulation, elle est dans ce sens-là. Et sinon, on peut y aller derrière en passant par les rues que Xavier vient de vous énoncer. Voilà. Et il y en a pour il y en a là pour 15 jours de travaux. Voilà. Merci beaucoup. Madame Briand. Oui, je voulais revenir sur 3 événements qui témoignent du dynamisme économique de notre ville et de l'attractivité de notre territoire d'un point de vue toujours économique. Donc, il y a eu l'événement Ride qui s'est tenu le 20 septembre à Atlantia et l'événement Think Forward qui s'est tenu le 21 et le 22 septembre. À chaque fois, ces événements ont attiré des grands chefs d'entreprise, mais aussi des journalistes, des économistes, des philosophes. Et franchement, il y avait un niveau de débat qui était extrêmement intéressant. Et je pense qu'on peut se féliciter et s'enorgueillir d'avoir ce type d'événement et cette qualité d'intervenant à La Baule. Et je pense que voilà, notre travail à nous, Ville de La Baule, ça sera encore plus de faire connaître ces événements pour augmenter le rayonnement.
Et ensuite, juste mardi de cette semaine, on a eu une rencontre French Tech Lab avec des start-upers et des fonds d'investissement et aussi des investisseurs particuliers baulois ou de la presqu'île. Et ça a été un moment très intéressant qui témoigne justement de ce besoin de certains entrepreneurs, de certains acteurs économiques, de certains jeunes retraités aussi, d'être des acteurs actifs du développement de leur région et de rencontrer l'envie de rencontrer des start-upers et peut-être de faire un bout de chemin avec eux dans leurs projets. Et c'est aussi très réconfortant de voir que sur ce type d'événement qui est assez confidentiel habituellement, on avait plus de 100 personnes et ça témoigne aussi, je pense, d'un nouveau visage que peut prendre la BOL sur ces sujets. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, monsieur Lequet. Alors, je vais faire une petite annonce pour Sophie Peureux, qui n'est pas présente, qui m'a demandé en fin de compte de vous transmettre la communication suivante. On a la troisième édition de la journée inclusive bauloise, qui est donc proposée par la ville de La Baule, qui se tiendra le samedi 7 octobre de 10h à 15h à l'aérodrome de La Baule-Escoublac. Elle sera parrainée par Yann Jondeau, qui est premier adjoint de la commune de Lens-Gouélan, paraplégique suite à un accident, ambassadeur de l'accessibilité de France. Cette journée a pour vocation de sensibiliser et d'informer le plus grand nombre aux différents handicaps, qu'ils soient visibles ou non visibles, permanents ou temporaires. Un thème élargi cette année au sport santé, on en parlait tout à l'heure, dans la perspective des JO 2024 pour évoquer la question du handicap, qu'il soit temporaire, accident, problème de santé ou encore dû à l'âge, la perte de mobilité également, et comment prévenir ou remédier à des solutions adaptées. Bien plus qu'un événement d'information, cette manifestation est axée sur la convivialité. Cette année encore, la journée est centrée sur le sport avec de nombreux ateliers de mise en situation, handbike, boccia, la culture avec un temps musical proposé par Alizé Percussion, le sport santé qui nous concerne tous avec la présence du centre rééducation de Pimbron, la team 303 et le Lab Sport également que l'on parlait tout à l'heure. Nous vous proposons également de vous sensibiliser à l'handicap en vous plongeant dans un univers 3D à travers un casque de réalité virtuelle, troubles visuels, troubles dyslexiques, de découvrir le progrès innovant au service de l'humain avec la présence d'exosquelettes, puis pour la 3e année consécutive, un village associatif qui sera donc sur place. Un parcours fauteuil, APF, un parcours malvoyant avec Valentin Hoy, un atelier d'essence, la présence des chiens guides aveugles de l'Ouest, une exposition de voitures de collection par l'association Andy Rétro. Enfin, l'aérodrome nous mettra à disposition le musée de façon à pouvoir le visiter sur cet après-midi. Donc voilà, vous avez toutes les indications et c'est une très très belle initiative. C'est la 3e année et Sophie travaille d'arrache-pied aussi sur ce sujet. Et franchement, voilà, venez tous. Merci beaucoup pour ces éléments. Madame Fillou. Oui, j'ai omis de vous parler de la première édition donc, du festival de fiction et documentaire politique, donc, qui va se tenir du 5 au 8 octobre, avec un premier film, donc Bernadette, le jeudi soir. Et également, alors ça c'est plus réservé aux lycéens, donc ça a été organisé en partenariat avec Karine Chalier. Il va y avoir une masterclass donc, qui sera organisé le jeudi après-midi au lycée Grand Air. Donc du jeudi soir au dimanche matin, ce festival. Donc une fois qu'on sera restauré et qu'on aura fait quelques activités le samedi, on pourra visionner des films au Gulfstream. Voilà, venez nombreux, ça va être fort intéressant. Merci beaucoup. Il y a une belle programmation. S'il n'y a pas d'autres interventions, non. Écoutez, je vous propose qu'on achève ce conseil municipal et la prochaine séance se tiendra le vendredi 27 octobre 2023. La séance est levée. Merci beaucoup.